ou de le relire plus tard avec le PDF qui est sur le site collaboratif. D'accord? C'est la séance 6 qui correspondait à cet atelier de lecture sur Laurent Godet, la mort du roi de Sangor. Pardon. Ok. Voilà. Alors du coup, sur l'Inkipit, je vais le relire rapidement parce qu'en classe, on avait commencé dans les deux groupes à repérer le cadre spatio-temporel et puis il y a quelques autres repérages à faire aussi dans cette ouverture du roman. Donc je commence par lire. D'ordinaire, Catabolonga était le premier à se lever dans le palais. Il arpentait les couloirs vides, tandis qu'au dehors, la nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n'accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne, de sa chambre à la salle du tabouret d'or. Sa silhouette était celle d'un être vaporeux qui glissait le long des murs. C'était ainsi. Il s'acquittait de sa tâche, en silence, avant que le jour ne se lève. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des dizaines d'ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse pour ne réveiller personne. C'était comme un grand navire de contrebandiers qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s'affairait en silence. Au palais de Massaba, il n'y avait pas eu de nuit. Le travail n'avait pas cessé. Depuis plusieurs semaines, Massaba était devenu le cœur anxieux d'une activité de fourmi. Le roi de Sangor allait marier sa fille avec le prince des terres du sel. Des caravanes entières venaient des contrées les plus éloignées pour apporter épices, bétail et tissus. Des architectes avaient été diligentés pour élargir la place qui s'étendait devant la porte du palais. Chaque fontaine avait été décorée. De longues colonnes marchandes venaient apporter des sacs innombrables de fleurs. Massaba vivait à un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Au fil des jours, sa population avait grossi. Des milliers de tentes, maintenant, se tenaient serrées le long des remparts, dessinant d'immenses faubourgs de tissus multicolores où se mêlaient le cri des enfants qui jouaient dans le sable et les braiements du bétail. Des nomades étaient venus de loin pour être présents en ce jour. Il en arrivait de partout. Ils venaient voir Massaba. Ils venaient assister aux noces de Samilia, la fille du roi de Sangor. Depuis des semaines, chaque habitant de Massaba, chaque nomade, avait déposé sur la place principale son offrande à la future mariée. C'était un gigantesque amas de fleurs, d'amulettes, de sacs de céréales et de jarres de vin. C'était une montagne de tissus et de statues sacrées. Chacun voulait offrir à la fille du roi de Sangor un gage d'admiration et une prière de bénédiction. Alors du coup, on avait évoqué ce cadre spatio-temporel. Est-ce que quelqu'un peut reprendre de dire où se passe ce début de roman? Ça se passe du coup. C'est des choses qu'on avait... En Afrique. Voilà, c'est ça. On avait dit que c'était en Afrique parce qu'on repérait ça avec les différents noms propres, notamment, d'accord, hein, Catabolonga, Massaba, Tsongor, Samilia. Et puis, voilà. Et on avait dit aussi qu'on était sur quel type de paysage d'Afrique? Le désert. Oui, c'est ça, le désert. D'accord, je l'ai entendu. Pardon, je vois pas qui parle à chaque fois, hein, mais je relève quand c'est bon. Donc effectivement, c'était un type de climat désertique puisqu'on on avait ces idées de caravane et puis on avait les enfants qui jouaient dans le sable, d'accord. Et on était également sur une ville fortifiée, donc la ville qui s'appelait Massaba, d'accord, avec le fait qu'on était sur une ville fortifiée puisqu'il était question de remparts et donc de tentes qui venaient autour. En termes d'imaginaire, pardon, faut que je retrouve là. En termes d'imaginaire, on est sur ces grandes civilisations du Moyen-Âge, d'accord. Vous avez toujours le partage d'écran avec les images? D'accord. Ouais. Donc, sur ces grandes civilisations du Moyen-Âge en Afrique qui étaient plutôt sur le Mali, donc avec, par exemple, la ville de Tombouctou, dont on a des vestiges aujourd'hui, hein, donc qui était voilà, sur cette idée d'un palais avec des murailles fortifiées, etc., et d'une ville extrêmement vaste, construite vraiment aux frontières du désert, parce que ça se situe voilà, dans le Sahara. D'accord. Donc, c'est l'imaginaire, en tous les cas, qui a guidé Laurent Godet. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les sources d'inspiration. D'accord. Enfin, je pense que ce sera d'ailleurs le prochain cours. Donc, ça, c'était pour le lieu et pour placer un peu ce cadre-là. Au niveau du temps, quand est-ce que ça se passait? Au passé.
Plusieurs semaines, il y a marqué. Alors Depuis effectivement, plusieurs semaines. déjà, sur l'épisode en lui-même, on nous disait que ça fait plusieurs semaines qu'il y a une activité dans la ville. Il y a ce matin-là où il se passe un événement particulier, donc on va y revenir. Et puis, il y a le d'ordinaire Cata Bolonga, donc on nous parle de comment ça fonctionne d'ordinaire dans cet endroit-là, mais il se passe quelque chose de particulier. Après, c'était plutôt, avant de revenir à ça, parce que c'est lié à l'événement, au niveau de l'époque. Qu'est-ce que C'est vous pouvez... l'Antiquité. Voilà, À Ouais, l'Antiquité. c'est ça. On avait parlé d'une antiquité fantasmée aussi, hein, parce que dans les types de matériaux qui ont l'air de compter pour eux, ben, c'est pas des nouvelles technologies, hein, épices, bétail et tissus, qu'on nous parlait effectivement de déplacer les marchandises avec des caravanes. Donc voilà, les sacs innombrables de fleurs, tout ce qui était aussi dans les offrandes à la fin, fleurs, amulettes, vin, céréales, statues sacrées, tissus. Donc, on est plutôt effectivement sur des choses qui font référence à l'Antiquité et à ce qu'on pouvait échanger et offrir à l'époque. D'accord? Donc, Laurent Godet, construire une Antiquité fantasmée dans une Afrique fantasmée. D'accord? Et il le dira dans une interview qu'on relira à la fin de la découverte de ces extraits-là. OK? Donc ça, c'est déjà pour placer le cadre. Du coup, avec ce que là, vous venez de relever, quel est l'événement qui occupe cette Incipit? Pourquoi est-ce que tout le monde s'agite subitement dans cette ville de Massama? Parce qu'il y a le mariage de la fille du roi. Ok, donc voilà, ce matin-là, on commence par nous laisser une forme de suspense. Hein, c'est tout le monde est en train de s'affairer. On nous dit qu'il y a un événement un peu spécial qui arrive et qui fait qu'il y a plein de porteurs. Et effectivement, c'est ici qu'on comprend le roi de Sangor allait marier sa fille avec le prince des Terres du Sel. Donc c'est là qu'est effectivement l'événement, d'accord? Et comme c'est effectivement un roi, donc c'est une princesse qui épouse un prince, on est sur un événement considérable. Si on voulait faire une mauvaise comparaison, hein, on irait jouer avec un mariage princier chez les Britanniques et on voit un petit peu l'agitation que ça provoque quand c'est William et Kate qui se marient ou Harry et la deuxième, j'ai pas son nom en tête. Bon, voilà, donc on est un peu sur cette ambiance-là de frénésie où tout le monde veut participer à cet événement-là. Sauf que du coup, cette fille du roi de Sangor, si on observe dans le texte, de quelle manière est-ce qu'on en parle? Elle lui a été promise. Donc, c'est un mariage arrangé. Hein. C'est le roi de Sangor qui allait marier sa fille. Donc, c'est bien lui, en tant que père et en tant que roi, qui a fait une alliance, un mariage arrangé avec le prince des Terres du Sel. D'accord? Est-ce que ça laisse entendre dans ce début-là qu'elle était d'accord? Pas forcément. Voilà, en tous les cas, il y a un doute qui est permis parce qu'on ne dit pas qu'elle était tombée amoureuse et qu'elle épouse un prince. On n'est pas chez Disney. On est bien avec le roi qui a fait un mariage arrangé. Et dans un premier temps, si on dit seulement sa fille, elle n'a même pas de prénom. Donc, c'est bien un objet de transaction, comme on pourrait le trouver hein, chez les nobles de la cour de la princesse de Clèves. OK ? Pour voir apparaître son prénom, il va falloir attendre de revenir à la fin du paragraphe. D'accord? Il venait assister aux noces de Samilia, la fille du roi de Sangor. Et visiblement, on ne peut pas seulement dire Samilia. Il faut toujours préciser la fille du roi de Sangor. Quelle impression ça donne tout de suite? Qu'elle soit toujours appelée par cette périphrase, parce que c'est comme ça aussi qu'on l'appelle à la fin. Mais c'est pour la reconnaître, sinon on ne sait pas c'est qui. Alors, c'est vrai que ça permet de la reconnaître. Je suis complètement d'accord. Mais pourquoi ne pas dire Samilia et pourquoi ne pas faire un portrait de cette jeune fille? Parce qu'il y a un gros lien, je pense, entre les deux. Entre Que c'est la le fille du roi roi. et sa fille. Parce qu'elle est rien sans son père. Exactement. Ouais, D'accord, c'est tout ce que madame. vous venez de dire. C'est vraiment pour tout de suite la placer comme soumise à l'autorité du père, qui est le roi, pour bien rappeler qu'avant d'être un individu libre de son destin, elle est dans l'obéissance de ce que son roi de père a décidé pour elle, donc un mariage arrangé. Et donc, il y a quelque chose qui est profondément politique et diplomatique avant tout.
D'accord? Donc, il y a déjà un problème dans cet incipit, c'est de se dire que cet individu de la jeune fille qui se marie n'est pas libre. Et donc, il y a quelque chose qui nous permet tout de suite de la rapprocher de notre princesse de Clèves, hein, qui va se retrouver dans son mariage arrangé avec le prince de Clèves, sans amour. Et puis après, on sait tous les dégâts que ça fait dans l'autre roman. Donc, c'est ça, en tous les cas, qui permettait de tisser un lien avec nos deux œuvres et qui peut aussi, du coup, vous servir d'outil de comparaison et d'argumentation, hein, si vous le voulez, pour la deuxième partie de l'oral. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme problème dans l'événement? Comment est-ce qu'il est décrit, comment est-ce qu'on décrit cette préparation du mariage? Que tout le village y participe. Alors du coup, on est plutôt sur une grande ville, hein, et sur une capitale, mais effectivement, ça veut dire que tout le monde participe. Et quelles sont les choses que vous pourriez relever pour montrer la manière dont on participe et qui va nous poser problème? Agitation, fiévreuse. Oui, il y a agitation fiévreuse qui est là en haut. D'accord. Un grand navire de contrebandier. Donc, on compare effectivement tout ce qui se passe à de la contrebande, donc quelque chose de plutôt négatif, hein. Avec agitation fiévreuse, il y a aussi cette idée que fiévreuse, on est dans la maladie. Si on descend un peu. Quand ils disent à un moment aussi qu'ils mettaient des tentes autour de la ville. Oui, donc on nous dit effectivement la population avait grossi, mais au point qu'il n'y a même plus assez de place pour tout le monde, hein. Ça fait des tentes qui s'installent de partout. On nous dit aussi que donc on avait fait des montagnes, puisque tout le monde a offert quelque chose, hein, un gigantesque amas de fleurs, une montagne de tissus, donc il y a une forme d'excès dans tous les cadeaux qui ont été offerts, et tous ces cadeaux qui sont portés, hein, donc dans le deuxième paragraphe, ça provoque qu'il y a des gens qui travaillent sans cesse. Puisqu'il n'y a pas eu de nuit, le travail n'avait pas cessé à cause de tous ces cadeaux apportés. Donc du coup, qu'est-ce que ça pose tout de suite comme problème, toutes ces informations sur le mariage? Pardon, je viens de rajouter aussi que ça crée un cœur anxieux. Il y a tout le monde qui attend ce moment. Et tout le monde attend ce moment, mais du coup, le moment, un doute, mais surtout, avec tout ce qu'on vient de relever là, il y a cette idée que c'est un peu négatif. D'accord? C'est comme des contrebandiers, ça se fait un peu dans la nuit, ça se fait de manière bizarre, c'est fiévreux, c'est anxieux, donc ça génère un peu de la maladie, ça génère un excès de population, un excès de cadeaux. Donc finalement, ça crée quelque chose de très excessif. Et donc, si on est trop dans les préparatifs, s'il y a trop d'attentes, s'il y a trop de cadeaux, s'il y a trop de population, ça laisse penser que ça pourrait exploser juste après. D'accord? Et puis, si on imagine que c'est un conte, parce qu'il y a un prince, une princesse, un roi, etc., un mariage, normalement, dans un conte, le mariage, il arrive à quel moment de l'histoire? À la À fin. la fin. Et là, Parfait. il est à la première page du roman. Donc forcément, ça va nous dire que ça va exploser, que cette situation ne va pas pouvoir fonctionner, que le mariage n'aura pas lieu dans les conditions idéales de conte de fées qu'on attendrait, parce que dès la première page, on nous dit il y a un problème. On ne sait pas véritablement si cette fille est d'accord, on ne lui laisse pas son individualité, elle est soumise à un père qui a pris la décision pour elle, et tout est beaucoup trop excessif, donc immédiatement, le mariage est présenté comme un problème. D'accord? Est-ce que ça, c'est à peu près clair pour vous dans les repérages? Oui. Donc voilà, vraiment ce qui est important dans cet incipit, parce que ça va lancer le fil principal du roman, à savoir, ce mariage va-t-il avoir lieu, ne va-t-il pas avoir lieu, pourquoi, comment? Et donc ça, effectivement, c'est en lisant la suite. D'accord? Alors, du coup, le passage qui va m'intéresser après, c'est la mort du roi. Mais comment est-ce qu'on va arriver d'un mariage qui aurait dû être heureux à la mort du roi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu et qui ont un peu les principaux événements qui est entre les deux? Il y a deux personnes qui vont se battre pour la princesse. Oui, je reviendrai au Et, texte après. Du coup, après, le roi, il va pas vouloir décider pour sa fille. Il me Exact. semble que c'est ça. Et du coup, ben, ils vont se battre les deux pour savoir qui va pouvoir l'épouser. Oui, exactement. Donc, Il va laisser le choix.
Exactement. Donc, on a bien effectivement un conflit entre deux prétendants. Alors que ici, dans l'Incipit, on annonce que Samilia va épouser le prince des terres du sel. D'accord? Donc, a priori, un prince qui a été choisi par le père. Il va se trouver qu'au moment où toute la ville attend l'arrivée de ce prince, qui s'appelle Quam, arrive avant lui un autre jeune homme qui s'appelle Sango Kerim, et qui vient se présenter au roi de Sangor et qui est reconnu par lui. Il se trouve que c'était un jeune homme qui était orphelin, qui avait été recueilli par la famille de Sangor, qui avait été élevé au palais quand il était jeune, et qui avait fait la promesse à Samilia de l'épouser une fois qu'il serait devenu quelqu'un. Parce qu'il savait bien qu'en tant qu'orphelin, n'ayant pas de parents, n'ayant pas de biens, de patrimoine, il ne pouvait pas prétendre à un mariage avec une princesse. Donc, il était parti à l'aventure quelque part qui n'est pas déterminée pour essayer d'acquérir de la gloire, acquérir des territoires, acquérir suffisamment pour réclamer sa main de manière légitime. Et donc, il se trouve qu'il a réussi tout ça. Parce que c'était un jeune homme avec des valeurs, avec des aptitudes au combat. Il est devenu le chef d'une très grande armée de nomades. Il a des terres, des biens, des richesses. Et il revient, au moment du mariage, mais avec un autre, réclamer la main de Samilia. Donc, Quam arrive juste après, et Tsongor se retrouve face à deux prétendants, a priori légitimes, puisqu'il y en a un, c'était une promesse d'enfance, et l'autre, c'était les tractations diplomatiques qui avaient créé tout ça. D'accord? Donc, il doit choisir. D'accord? La situation, elle est dans l'impasse parce que ils ont chacun une forme de légitimité. Sango Kerim, parce que c'est la promesse, et donc l'idée d'avoir de l'honneur pour tenir sa parole. Et puis Quam, parce que du coup, c'est une alliance politique qui a été décidée. Donc, c'est là, effectivement, que Tsongor n'arrive pas à choisir. Il fait venir Samilia, quand même, il y a une entrevue avec Samilia, où Samilia lui dit, oui, j'avais fait cette promesse quand j'étais jeune à Sango Kerim, et comme il est parti, jamais revenu, j'ai un peu oublié ma promesse. Donc elle se sentait libre d'épouser Quam. Elle va dire aussi à son père que Quam, elle ne le connaît pas, mais elle est prête à respecter l'autorité du père et à épouser cet homme dont on lui a parlé, dont on lui a fait un portrait positif. Donc en fait, elle dit, comme il a des qualités, j'étais prête à épouser Quam, et donc elle est bien embêtée aussi. D'accord? Alors, c'est là qu'on va passer donc à ce passage de la mort du roi, parce que donc on est quand même dans la première partie du roman encore. Le roi dit, comme je ne peux pas choisir, comme c'est une impasse, et comme je ne veux pas que la guerre se déclenche dans mon royaume parce que je sais qu'elle va tout ravager, je vais sacrifier ma vie pour que tout le monde comprenne que oui, on est dans une situation extrême et qu'il ne faut pas aller à la guerre. D'accord? Et donc, il va demander à son serviteur et meilleur ami, Catabolonga, celui qu'on avait découvert dans l'Incipit, de le tuer. D'accord? Alors, je reviens au texte. Catabolonga laissa tomber le poignard à ses pieds. Il se tenait là, les bras ballants, incapable de rien faire. Le roi de Sangor aurait voulu étreindre son vieil ami, mais il ne le fit pas. Il se baissa rapidement, prit le couteau, et sans que Catabolonga ait le temps de comprendre, il s'entailla les veines de 2 gestes coupants. Des poignets du roi coulait un sang sombre qui se mêlait à la nuit. La voix du roi de Sangor retentit à nouveau, calme et douce. Voilà, je meurs. Tu vois? Cela mettra un peu de temps. Le sang s'écoulera hors de moi. Je resterai ici jusqu'à la fin. Je meurs. Tu n'as rien fait. Maintenant, je te demande un service. Tandis qu'il parlait, son sang continuait de se répandre. Une flaque déjà coulait à ses pieds. Le jour va se lever. Regarde, il ne tardera pas. La lumière paraîtra sur la cime des collines avant que je sois mort. Car il faut du temps pour que mon sang coule hors de moi. Des gens accourront, on se précipitera sur moi. J'entendrai dans mon agonie les cris de mes proches et le vacarme lointain des armées impatientes. Je ne veux pas cela. La nuit va finir et je ne veux pas aller au-delà. Mais le sang coule lentement. Tu es le seul, Catabolonga, le seul à pouvoir faire cela. Il ne s'agit plus de me tuer, je l'ai fait pour toi. Il s'agit de m'épargner ce jour qui se lève et dont je ne veux pas. Aide-moi. Catabolonga pleurait toujours. Il ne comprenait pas. Il n'avait plus le temps de penser. Tout se bousculait en lui. Il sentait le sang du roi lui baigner les pieds. Il entendait sa voix douce couler en lui.
il entendait un homme qu'il aimait le supplier de l'aider. Il prit délicatement le poignard des mains du roi. La lune brillait de ses dernières lueurs. D'un geste brusque, il planta le poignard dans le ventre du vieillard. Il retira son arme et porta un nouveau coup. Le roi Tsongor eut un hoquet et s'affaissa. Le sang maintenant s'échappait de son ventre. Il était couché dans une flaque noire qui inondait la terrasse. Katabolanga s'agenouilla, prit la tête du roi sur ses genoux. Dans un dernier moment de lucidité, le roi Tsongor contempla le visage de son ami. Mais il n'eut pas le temps de dire merci. La mort, d'un coup, lui fit chavirer les yeux. Il se figea dans une dernière contraction des muscles et resta ainsi, la tête renversée, comme s'il voulait boire l'immensité. Le roi Tsongor était mort. Katabolanga entendit dans le trouble de son esprit des voix lointaines rire en lui. C'étaient les voix vengeresses de la vie d'autrefois. Elles lui murmuraient dans sa langue maternelle qu'il avait vengé ses morts et qu'il pouvait être fier de cela. Le corps du roi était sur ses genoux, raidi dans la mort. Alors, dans les dernières minutes de cette grande nuit de Masaba, Katabolanga hurla. Ok, alors, du coup, voilà sur l'épisode de la mort. Qu'est-ce qui est particulièrement à retenir de ce passage-là? Est-ce que vraiment le mot le plus adapté, ce serait la mort seulement? Non, c'est le suicide. C'est le suicide, Ouais, exactement. le suicide. D'accord? Parce que, que le roi de Tsongor a demandé la mort à Katabolanga, mais qui est incapable de le faire. Et donc, il s'entailla les veines de 2 gestes coupants. On est bien sur le fait qu'il a choisi de se suicider parce que Katabolanga n'arrivait pas à le tuer, parce qu'il y avait un arrangement entre eux. Je passe un peu sur ces chapitres-là de leur amitié et du fait qu'ils devaient se tuer. Donc, il dit, je meurs. Le sang s'écoulera hors de moi parce qu'il a fait des entailles suffisamment importantes au niveau de ses bras, au niveau de ses poignets. Mais donc, il dit, le problème, c'est que ce sang va s'écouler beaucoup trop lentement. D'accord? Et qu'il veut être mort avant la fin de la nuit, justement, pour qu'une page se tourne et que quelque chose puisse recommencer. D'accord? Donc, mais le sang coule lentement, c'est là. Et donc, il redemande à Katabolanga, cette fois-ci, non pas de le tuer, mais de faire quoi? De lui épargner la guerre, effectivement, de lui épargner le nouveau jour et le fait qu'il va être confronté à ce choix impossible entre les 2 prétendants, mais surtout maintenant qu'il s'est entaillé les veines. D'accord, donc effectivement, il veut mourir avant le jour et donc il ne veut pas mourir lentement et être pris justement dans les gens qui vont vouloir le soigner. Des gens accourront, on va essayer de me soigner, je vais agoniser, mais on va essayer de me soigner. Tout le monde va y passer beaucoup d'énergie pour me sauver, mais je ne veux pas me sauver. Sous-entendu, je veux me sacrifier, c'était les passages précédents dans le chapitre. Donc, ce qu'il veut effectivement, c'est être achevé pour achever toutes ses souffrances. Souffrances physiques qu'il vient de s'infliger et également les souffrances morales de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. D'accord? Et puis, du coup, Katabolanga, lui, pourquoi est-ce qu'il va finalement accepter? Alors qu'au tout début du passage ici, il n'était pas capable de poignarder le roi de Tsongor. Qu'est-ce qui fait que finalement, il va accepter ici, d'un geste brusque, il planta le poignard dans le ventre? Qu'est-ce qui le fait finalement basculer? Parce que le roi, il était déterminé à ne plus vivre. Il ne voulait pas qu'il y ait la guerre. D'accord, donc finalement, il arrive à reconnaître que c'est le choix de son ami, d'accord? Peut-être qu'une des phrases clés, c'est « il entendit un homme qu'il aimait le supplier de l'aider ». Donc c'est que même s'il ne voulait pas le perdre au départ, il était incapable, puisqu'il ne peut pas tenir ce poignard-là, finalement, par amitié pour le roi, il accepte de le suivre dans ce chemin qui est pour autant absolument tragique. Donc c'est là qu'il va effectivement accepter d'achever son propre ami pour respecter ses dernières volontés. D'accord? Donc on est sur un passage un peu clé du roman parce que c'est le titre, la mort du roi de Tsongor, et puis parce qu'effectivement cette mort-là, elle va avoir une incidence, et elle va avoir une incidence finalement pour tout le réseau. Katabolanga, est-ce que, alors c'est pas dans ce passage-là, mais c'est autour, est-ce que lui, il pense que cette mort, ce sacrifice va suffire pour éviter la guerre? Non, pour lui, ça ne suffira pas. Exactement, d'accord. Katabolanga, en fait, avait débattu, en fait,
de cette hypothèse de se tuer avec le roi un petit peu avant, en disant mais on est face à deux jeunes hommes qui sont face à deux armées. Les deux armées, elles sont aux portes de la ville. Tu auras beau te sacrifier, l'appel du sang va être le plus fort. De fait, hein, c'est ce qui va se passer. C'est que tout de suite après la mort du roi, il va y avoir un temps de deuil, mais un temps extrêmement court. Et les deux prétendants vont dire « Je suis légitime pour épouser Samilia, donc si on n'a pas d'accord, ce sera la guerre. » D'accord ? Et donc, on se lance dans une guerre, sauf que quel est le problème de la première bataille ? Alors, il se trouve que le problème, c'est que les deux armées de Sangokerim et de Kwam, elles sont complètement équivalentes en termes de puissance. Et donc, ils vont sur le champ de bataille, mais en réalité, ils vont complètement s'équilibrer. Un petit point justement sur ces personnages. Vous voyez le diapo là, ça va ? Oui. D'accord, donc je reviendrai sur... Voilà. Chez Kwam, hein, donc le prince des terres du sel, le prétendant qui avait été choisi par Tsongor, on va voir Kwam et on nous annonce qu'il a 3 lieutenants très forts au combat, Barnak, Tolorus, Arcalas. Donc au niveau du schéma, hein, ça fait un chef, 3 lieutenants, et puis en dessous, on aurait tout un tas d'armées. Et puis à un moment du roman, il va avoir un renfort supplémentaire qui est sa mère et qui est une combattante, d'accord ? Donc Mazébu. Et donc si on compare avec le clan de Sangokerim, on a exactement le même schéma, hein, c'est fait exprès par Laurent Godet, un chef, Sangokerim, donc ce jeune homme qui avait été élevé chez les Tsongor, et il a lui aussi 3 lieutenants, hein, Rassamilak, Bandiagara, Karvanat le Brutal, 3 extrêmement bons lieutenants, eux-mêmes des troupes très bien entraînées, et à un moment du roman, il y aura un renfort venu de l'extérieur, avec le chef qui s'appelle Orios. Donc en fait, si je compare là sur tous les personnages, le clan de Kwam qui est ici est complètement équivalent au clan de Sangokerim. Ce qui fait que Samilia, qui est le cœur de la guerre, finalement, elle se retrouve pris entre deux camps qui sont tout à fait équivalents. D'accord ? Donc c'est ce qui pose finalement ce problème, c'est d'avoir deux clans extrêmement bons guerriers et qui vont s'affronter et sans jamais pouvoir jamais se départager. Donc on rentre dans une guerre qui n'a jamais de fin. D'accord ? Et c'est une dénonciation d'ailleurs de Laurent Godet, de montrer que ces deux jeunes hommes qui ont tout un tas d'hommes avec eux qui combattent, qui reçoivent des renforts, font tuer jour après jour des dizaines de personnes dans leur armée et qu'ils n'arrivent pas à mettre fin à la guerre, qu'ils n'arrivent pas à se décider pour cesser la guerre, cesser le massacre. Et donc Laurent Godet fait beaucoup de descriptions sur l'horreur de la guerre, sur les corps qui sont déchiquetés, démembrés, sur les morts pathétiques des uns et des autres, pour bien dénoncer la guerre. Dans l'activité qui concerne justement Laurent Godet, il y a d'autres œuvres où il est dans cette dénonciation de la guerre. C'est une thématique qui revient fréquemment dans son œuvre. Donc les petites questions là qui sont posées dans le plan de travail numéro 2, vous retrouverez par exemple ça dans sa biographie à travailler. D'accord ?